Bonsoir, bonsoir Shmuel Meyer, Bonsoir. et merci beaucoup vraiment d'être avec nous ce soir. Shmuel, il y a encore autre chose qui est très émouvant ce soir, et j'avais envie de rappeler ça. Puisque la première fois, et unique fois je crois, à part aujourd'hui, où j'ai eu le plaisir de présenter un de vos ouvrages, le premier, Le périmètre de l'étoile, ce premier recueil de nouvelles donc, publié chez Gallimard en 2008. C'était la première fois. Et du coup, nous avions fait cet entretien à la Foire internationale du livre à Jérusalem, avec d'ailleurs un autre écrivain qui est Jean Materne. Et aujourd'hui, quand j'ai su que vous étiez là, je me suis dit, c'est fou finalement, parce qu'il y a ce long parcours avec une dizaine de publications, je crois, si je ne me trompe pas, un roman, mais beaucoup de nouvelles, bien sûr, de la poésie. Et puis, vous arrivez aujourd'hui auréolé du prix Goncourt de la nouvelle. Donc, quel parcours, en fait, quel parcours depuis cette première rencontre en 2008. Donc voilà, c'est aussi très émouvant, en fait, pour moi, aussi de vous avoir ici, à l'Institut français de Tel Aviv ce soir. Le prix ayant été donné, je crois, il y a même pas un mois, en fait. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais ce soir, nous allons en parler de justement, en fait, ce recueil, ce magnifique coffret que nous avons ici, donc qui a fait l'objet en fait de ce prix Goncourt de la nouvelle, qui est formé, donc c'est un coffret, je crois, qui est publié aux éditions Métropolis et qui surtout a été dessiné en quelque sorte par Samy Brice. Oui, par Samy Dites-nous Brice. juste un tout petit mot sur lui, parce que je sais que c'est un grand monsieur, un grand peintre, sculpteur, graveur. Exactement, c'est un ami qui a une belle vie. Il vient de fêter ses 91 ans. Et dès l'écriture de la première nouvelle des Grands Express, j'échange beaucoup avec lui parce que j'ai fait des travaux à partir de ses œuvres. Et donc, je m'étais senti dans l'obligation de lui j'avais envie de lui envoyer cette nouvelle. Et immédiatement, au fond, mon premier lecteur, ça a été Samy Brice. Et petit à petit est née en moi l'idée que j'allais lui envoyer les nouvelles et qu'il allait faire l'illustration. Alors que je n'avais pas d'éditeur en tête à ce moment-là. C'était un travail, je travaillais plutôt sur mon roman. Et donc, quand le roman était un peu en panne, mon habitude de graphomane fait que je passais à autre chose. Et la nouvelle étant l'univers dans lequel je me sens plus à l'aise, c'est immédiatement vers la nouvelle que je me tourne. Et donc, voilà, j'ai entrepris et je voulais qu'il soit absolument de tout ce voyage. Et il a fait une illustration magnifique, originale, et même de strates comme ça. Et en fait, il a tout compris. C'est un homme remarquable pour lequel j'ai la plus grande admiration, qui a connu les plus grands, qui est un Israélien aussi. Il n'est pas seulement roumain, français, il était en Israël. Et c'est d'Israël d'ailleurs qu'il est parti vers la France. Il a fréquenté les Francis Bacon. Il fait partie des tout grands. Voilà. Et donc je suis heureux d'avoir travaillé avec lui. Voilà, j'avais envie qu'on en dise un mot. Alors, ces trois recueils, donc, ce coffret donc, est fait de 3 recueils, les Grands Express européens, Kibbutz et The Great American Disaster. Je pousse un petit peu pour un peu de place, voilà. On est un peu encombré. Et puis ces 3, donc on va revenir évidemment sur le contenu de ces recueils. Mais j'ai tout de suite une première question, parce que ça m'a posé une question en fait à moi. Il y a un titre à cette trilogie, il y a un titre qui s'appelle « Et la guerre est finie ». 3 points de suspension. Alors Shmuel, vous allez m'expliquer. Parce qu'en lisant ces 3 recueils, je n'avais pas trop l'impression que la guerre était finie. Dites-moi. Ouais. Et la guerre est finie, ça a été le titre qu'on a décidé pour la trilogie, puisque chacun des ouvrages avait son propre titre. Mais je voulais mettre en rapport le lien important de ces 3 livres. Au fond, dans chacun de ces livres, les personnages se disent
on sort d'une guerre. Cette guerre-là, elle est finie. Et je me suis imaginé dans la position de celui qui se retrouve à la fin d'une guerre et qui est tourné vers l'espoir, tourné vers l'avenir, et qui a des rêves, qui ne peut pas imaginer que si rapidement on va le renvoyer à ces guerres, parce que d'autres les provoquent pour lui, parce qu'il y a nos propres guerres intérieures, parce que je reviens toujours un peu à mon travail de base, je suis toujours un peu la vie des hommes et des femmes, des hommes comme vous et moi, et pas trop différents, avec des destins des fois banales, jusqu'à un moment où il y a une rupture. Et souvent, ces ruptures-là sont l'origine de la nouvelle. C'est ce moment de rupture que je cherche, de gens simples, mais qui nous racontent leur vie. Alors, voilà, je me suis mis dans cette position de me dire, voilà, on va commencer les 30 Glorieuses, parce qu'au fond, c'est tout ça. C'est cette période que l'Occident appelle les 30 Glorieuses. On est après la Seconde Guerre mondiale dans tous les cas de figure. Pour ce qui concerne Israël, c'est la guerre d'indépendance. Pour l'Europe, c'est vraiment la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour les États-Unis, on est un peu plus loin, mais on est directement plongé dans une guerre puisque ça commence en 1953 avec la guerre de Corée. Guerre fascinante s'il en est, puisque c'est à peine croyable que les GI qui sortent d'une guerre terrible soient renvoyés immédiatement au combat et dans des conditions on n'arrive même pas à imaginer. J'ai vu les détails de combat en Corée, c'est à faire frémir. Et donc ça continuera pour ce qui concerne le Great American Disaster, ça continue jusqu'en 72. Donc c'est cette période un peu des 30 glorieuses qui n'est pas si glorieuse que ça, elle n'est pas glorieuse partout. Et voilà, c'est un peu cette ambiance-là. Et comme je suis un écrivain du 21e siècle, mais totalement ancré dans le 20e siècle, je me fais ce plaisir de choisir le temps et l'époque que je vais travailler, et surtout les lieux, parce que c'est les premières choses importantes. Oui, voilà, on parlait effectivement d'époque. En fait, c'est vrai qu'on est à peu près dans les mêmes années, donc après la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, comme vous avez dit, aux États-Unis, c'est un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que la question qu'on se pose aussi, c'est les lieux, effectivement. C'est-à-dire le premier, donc le premier, en fait, les grands express européens se passent en Europe, donc plusieurs villes d'Europe, on regardera tout à l'heure. Et puis ensuite, ça se passe au kibbutz, donc en Israël. Et le troisième, donc, se passe aux États-Unis, essentiellement à New York, quand même, beaucoup à New York. Alors, je pense que ce que je voulais déjà, c'est, on parlera ensuite de l'écriture, en fait, qui est pour moi la chose plus importante, en fait, dans ces trois recueils, c'est cette magnifique écriture. Je trouvais vraiment une écriture qui a pris une maturité incroyable, parce qu'on parlait justement de tout ce parcours, de cette précision, de cette... c'est souvent écrit au couteau, il n'y a pas de mots inutiles. Il n'y a pas de... C'est une économie de mots, mais qui nous touche, qui est cinglante souvent. Et j'avais envie, donc, pour parcourir un petit peu les grands express européens, j'avais choisi, en fait, de lire un petit bout d'une nouvelle, pour ne pas lire toute la nouvelle, en fait. Voilà. Clara Bassano enfile une jupe fuseau gris, basalte, ajuste un chemisier de soie blanche. Elle choisit dans le tiroir de la coiffeuse le sautoir à 5 rangées de perles offert par Giovanna, 7 ans plus tôt, à Portofino. Elle tremble, se blesse l'oreille, renonce au reste de la parure. Hippogrifo frotte sa tête chaude sur sa jambe lorsqu'elle chausse ses escarpins. Elle caresse sa gorge, se lève, éteint les dernières raies de soleil abandonnées par la persienne. La via cisternant, déguste, paresseuse, sybarite, les derniers instants d'ombre précédant le zénith. Les pétales de jasmin flottent sur une flaque de lessive. Clara aspire avec exagération les effluves mêlés de savon, de provolone, de charcuterie, gourdes de cire jaune et bâtons de cendre pendus au plafond de l'épicerie paolinelle. Les rues ignorent le destin des femmes et des hommes qui les habitent.
Ils ne retiennent jamais le bruit des pas qui les éloignent. Clara ne croise personne sur le pont Garibaldi. L'hôpital Fatemene Fratelli dort dans son berceau de pin et de palmiers. L'eau du fleuve, entre les piles du pont, forme une courte cascade turquoise. Des remous visqueux comme une peau d'anguille. Elle ôte ses escarpins sur les pavés serrés de la place du Champ de Mars, croit entendre des cris, reconnaître la voix d'Umberto Saba. Je vais passer simplement pour le nom. Mais il faut lire, bien sûr. Clara Bassano, d'une écriture pointue comme une épine, note « Si le bonheur écrit mal, alors le malheur gribouille. » Mario, chef de rang du café Greco, pressant, lorsqu'elle se lève pour sortir, qu'il ne la reverra plus jamais et que demain probablement, il servira les maîtres allemands de Rome. Clara, la fille de Giacomo et Rachel Bassano, la poétesse romaine, est morte le 24 mars 1944 d'une balle à l'arrière de la tête. J'ai choisi cette nouvelle d'abord pour dire que ce recueil, en fait, fait des allers-retours entre des histoires des personnages pendant la guerre, même avant, et puis après. Donc on aurait pu choisir une nouvelle qui se passe aujourd'hui. J'ai pris celle-ci parce qu'il y a deux choses qui m'ont interpellée et qu'on retrouve de toute façon dans l'ensemble de la trilogie. C'est cette phrase incroyable qui, à mon avis, disent beaucoup. Les rues ignorent le destin des femmes et des hommes qui les habitent et ne retiennent jamais le bruit des pas qui les éloignent. Et j'ai l'impression, parce qu'on le retrouvera ensuite aussi dans certaines nouvelles de Kibbutz et dans d'autres, on y reviendra tout à l'heure, où êtes-vous, écrivain, par rapport au lieu? C'est une question très importante parce qu'au fond, je fixe le lieu avant même de... je décide déjà de l'endroit où j'ai envie d'être. C'est un des plaisirs d'écrivain, c'est de décider de voyager, d'être là où je ne suis pas. Alors là, en l'occurrence, j'avais envie d'être à Rome, j'avais envie de déambuler dans Rome, j'avais envie de suivre Clara Bassano dans sa dernière déambulation d'une ville qui va être... qui attend l'arrivée des Allemands. Et donc c'est une ville vide, morte, qu'elle traverse. Et donc moi c'était, en fin de compte, déjà une promenade. J'avais décidé que ça serait à Rome. Ce Rome-là, je le voulais vide, désert, comme certaines peintures de De Chirico. On voit comme ça ces ombres, ces couleurs plaquées. Et on sent que c'est inhabité. Il y a quelque chose qui... et si c'est habité par des statues ou des représentants. C'était un peu ça. C'était une Rome vide que je voulais. J'avais connu Pise comme ça une fois, lors de fête de Ferragosto, du 15 août. En Italie, c'est sacré le 15 août. Et j'étais arrivé à Pise un 15 août et j'avais découvert une ville morte. Morte. Tout le monde était à la plage. Et donc c'est impressionnant des villes. On a eu quand même ça récemment parce que depuis que j'ai écrit ça, j'ai connu une ville qui s'appelle Paris avec des bruits d'oiseaux et les gens trouvaient ça bien. Les gens étaient contents de voir des canards se promener dans Paris. Et moi, les villes, je les aime, mais je les aime parce qu'il y a du bruit, parce qu'elles vivent. Moi, j'avais l'impression d'habiter dans un cimetière. Une ville comme Paris n'est pas faite pour le silence, c'est absurde. C'est comme si demain on me disait que Tel Aviv était condamné au silence, ça serait absurde. Mais on a vu ça aussi. Ouais, c'est ça. Donc, ou alors ça fait Yom Kippour, Jérusalem. Donc en fait là, je connaissais pas cette expérience. Enfin, je la connaissais pour Pise, mais je voulais la vivre avec Clara Bassano. Et Clara Bassano,
c'est l'explication poétique d'un geste qui va l'être un peu moins, c'est-à-dire celui de son frère. Elle est là pour, justifier l'existence de quelqu'un un peu plus tard dans le... Mais en plus ça, bon, j'ai un amour infini pour Rome, qui est pour moi une des capitales du monde. C'est une merveille de ville. Donc je me provoque du plaisir, parce qu'au fond, c'est ça. Alors la nouvelle est triste en elle-même, mais d'avoir pu sentir le Provolone, parce qu'aujourd'hui, j'étais récemment à Rome, maintenant tout est fermé, les magasins ont l'air conditionné. Autrefois, les épiceries étaient ouvertes, on passait dans la rue, ça sentait la saucisse, ça sentait le Provolone, c'était magnifique, ça sentait la mozzarella dans son os. Il y avait Aujourd'hui, il y a peu de saveurs, en fait, et c'est un peu regrettable, je veux dire, mais donc en fait, je me suis fait plaisir. Mais là où je voulais en venir, c'est vrai que pour vous, les lieux sont extrêmement importants et la description est magnifique. En même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est vous qui avez écrit, hein, non, c'est jamais trop bien pourquoi il écrit. mais je trouve que, moi je la trouve très vivante en fait, la description. Et quand vous dites en fait, c'est-à-dire qu'en fait les lieux, les villes, il se passe des guerres ou pas, on est triste, on est en deuil, ou on vit une tragédie, la rue reste la même. C'est-à-dire que la ville reste la même au final. C'est la chance de rester la même, parce qu'il y en a quand même qui ont subi quand même les affres de la guerre. Mais Rome n'est pas de celle-là. Rome n'est pas de celle-là. Mais oui, non, bien sûr que la ville, en plus ça serait difficile de faire taire Rome, parce qu'on sent de toute façon ça vibre derrière les murs. Oui, c'est ça. Il y a une vibration, c'est pour celui qui aime Rome, pour celui qui aime cette ville-là. Il y a toujours quelque chose, on sent qu'il y a un cœur qui bat. Et c'est vrai que sa déambulation, en plus de ça, elle est pas fin contre si triste, parce qu'elle rencontre et elle décrit plus ou moins des rues, des places qui sont merveilleuses. Elle va arriver au Café Greco, qui est un endroit le plus merveilleux du monde, où on boit un café très cher. Très cher. Et un Piazza di Spagna qui est vide. D'abord, c'est une occasion aussi de se faire ce plaisir-là. Parce que qui c'est qui a vu le Piazza di Spagna vide? Dans la vie, c'est rare. Donc, voilà, oui, non, mais il y a du vivant. Une ville, ça doit vivre. Oui. Mais c'est une ville qui retient son souffle avant l'arrivée des Allemands. Voilà. Et alors, cette phrase. Et qui va perdre une poétesse en plus. Et qui va perdre une poétesse. Et la phrase qu'elle écrit, alors, on a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais ça, c'est son. Vous avez le talent fou de la formule. Vous l'aviez dès le départ, d'ailleurs, je crois que déjà dans le barman de l'Étoile, j'avais déjà remarqué ça. Et je crois que c'est le grand talent d'un écrivain, et surtout d'un novelliste, je pense. C'est la manière d'enfermer dans une phrase tout un monde. Et là, il y en a une, justement, que j'ai lue tout à l'heure. Donc, si le bonheur écrit mal, alors le malheur gagne vie. Vous avez pensé à quoi? Je pense toujours aux situations. Moi, c'est toujours la même, c'est le problème de la création. Est-ce qu'on est plus créatif dans la misère, dans le bonheur, dans la terreur, dans la peur, dans l'angoisse quels sont les sentiments qui nous traversent et qui sont les plus importants pour nous aider à produire? On a tendance à croire, depuis la fin du 19e siècle et les romantiques, que c'est le malheur qui nous fait produire, oui. Mais pas seulement, dans le sport aussi, c'est la misère qui fait éclore les talents de footballeurs, de boxeurs. Toute l'histoire de l'Amérique, elle est fondée là-dessus, c'est que de la misère éclot Donc, moi je sais pas, en tout cas, je sais que le malheur, des fois, fait gribouiller. Je sais qu'on a tous été malheureux dans la vie. Maintenant, mon boulot, c'est d'écrire. Alors, je fais mon boulot. Si on est malheureux et que je suis ébéniste, peut-être que le travail ne sera pas tout à fait bien, ou je ne sais pas, ou il sera peut-être merveilleux, au contraire. Mais je sais que moi, ça m'arrive souvent d'avoir écrit dans des moments de malheur, et le lendemain de tout déchirer, parce que je dis que c'est une merde. Je veux dire, parce qu'on a tendance à gribouiller, oui, il y a trop d'émotions, il y a trop de trucs. Il y a un moment, il y a une balance
et un équilibre qu'on doit trouver. Et en tout cas, elle le sait. Elle le sait que le bonheur ne fait pas bien écrire, mais elle sait en tout cas que le malheur ne va pas la faire écrire mieux que ça. Absolument, absolument. Et je reste encore, vous allez dire que je suis obsessionnelle, mais on reparlera de l'obsession tout à l'heure, mais je passe en fait, alors ce qu'il faut dire dans les grands express européens, pardon, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que là j'ai pris cette nouvelle-là parce que je trouve qu'elle est extrêmement puissante et extrêmement simple en même temps et très puissante au milieu du livre. Mais tous les personnages vont s'interpeller et c'est une vraie histoire en fait qui se raconte dans ce livre, de ville en ville aussi. Et en particulier, donc justement, là, il y a une notion d'éducation de vengeance très spéciale d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si un peu. Vous voulez en dire quelque chose? Non, parce qu'au fond... Je ne veux pas dévoiler non plus. Parce que le vengeur, en fait, bon, c'est un personnage qui va me permettre de faire des liens, en fait. Moi, ce que j'aime bien dans des personnages, c'est qu'un personnage me fasse accoucher d'un autre. Oui, Clara, elle m'a fait accoucher de son frère. Oui. Et le frère, il me fait accoucher d'une rencontre magnifique avec Albert Cossery. Et Albert Cossery va me faire une rencontre avec Magdalena M. Et Magdalena M va me rencontrer Camus. Donc tout ça, c'est une sorte un mot compliqué, mais une maïeutique comme ça. Chaque personnage génère, et en particulier, on le verra dans le dernier bouquin, c'est évident que Gans, le héros, enfin le personnage redondant de l'histoire, est un accoucheur de personnages. Sans lui, il n'y a rien. Mais non, l'histoire, le thème des grands express européens, c'est tout simplement un événement qui se passe, une nuit de fête de 1er janvier, un train de luxe, on est après la guerre, mais il y a déjà des trains de luxe, traverse cette Europe qui se remet difficilement de la guerre, ce train de luxe des grands express européens, donc, qui relie Venise à Londres, et là, et traverse ces campagnes industrielles dans cet hiver glacé de l'abbé Pierre, et il va y avoir un accident. Je laisse le lecteur le découvrir, et tous les passagers de ce train de luxe vont être témoins de cet accident. Et donc, on va retrouver ces personnages au fur et à mesure des histoires, le vengeur, l'écrivaine, l'actrice de cinéma italien. Donc voilà, c'était un peu me promener dans l'Europe de l'après-guerre et d'être nomade. Et de montrer que, ok, on est au début de cette ronde glorieuse, mais déjà, il y a on voit déjà un peu les rapports sociaux qui vont se créer au fur et à mesure. Et la distance sociale, comment on peut regarder la richesse s'accumuler des fenêtres d'une HLM ou d'une maison de banlieue. Voilà, c'est quand même très violent aussi, parce que vous faites dire à un de vos personnages, le peintre Hillel Zerubbabel, qui va rentrer aussi dans cette histoire chorale, en fait, vous lui faites dire quand même sur l'Europe, terre d'Europe, gorgée de sang comme une serviette hygiénique, imbibée d'humeur, de putréfaction, hérissée de brisures, d'os et de rognures. C'est extrêmement violent, c'est extrêmement dur en fait. C'est sûr que le peintre Zerubbabel, c'est son retour en Allemagne. Oui. Après, enfin, il a une grande exposition qui est consacrée à son œuvre. Il retourne sur sa terre d'Allemagne et à la fois il est dans cette ambivalence terrible. C'est la terre de ses ancêtres qu'il n'a pas voulu revoir, qu'il s'est refusé à revoir, celle qui a enterré ses amours, qui a enterré ses amis. Et oui, c'est ça. Et il revient dans cette Allemagne qu'il ne reconnaît pas, mais qui, bien sûr, pour lui, est toujours une terre gorgée de millions de morts. Ouais. De millions de morts, ouais. Alors, je reviens sur cette histoire des dieux et de la terre, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un petit peu obsessionnelle. Je pense que c'est vraiment le fil rouge de
de tout ce triptyque, si ce n'est même de toute votre œuvre, en fait. Et voilà, c'est dans Kibbutz. Nous étions réveillés bien avant l'aube. Je nouais mes gros godillots assis sur la caisse de la coopérative de lait. Le café refroidissait sur le béton de la terrasse. Toi, tu faisais silence. Silence entre et parmi les pierres. Les nuits de lune blanche, tu faisais briller les feuilles de la vigne accrochées à la maison de Rachel et d'Henri. Souvent, rien ne bougeait. Tu retenais ton souffle et la lune brillait comme seule respiration. Tous ceux qui se lèvent bien avant l'aube connaissent tes parfums qui se bousculent sans que rien ne vienne troubler l'ordre naturel des choses. D'abord, le gazon qui s'engraisse de fraîcheur, puis la vigne, encore elle, qui charrie toute la chaleur vibrante de l'été. Lorsque tu lèves sur toi la laine pure et mordante du désert, descendent des marches de Judée, l'odeur des poulaillers toutes piquées d'ammoniac, et plus loin, celle des feux allumés au village pour nourrir la terre de cendres et de cristal. Et puis tu m'accompagnes toujours là-haut, vers les hangars. Nous avons le visage frais, l'œil vif à présent. À mes pieds, mes camarades dorment. Henri est peut-être parti pour la fella, saison de tournesol. J'entends grésiller la radio du chômeur qui patrouille en rêvant de son lit et le parent bourré d'un chien égaré qui rôde, idiot sale. Pendu par les pattes aux poutrelles, une guirlande de pipistrelles immobile. Le siège du tracteur, baptisé de rosée, n'est que mousse brune et plastique caillée. Je retiens ma respiration en tournant la clé, comme si la fine buée de mes lèvres et mes poumons gonflés pouvaient garder secrets les crachats du moteur. Les phares échancrent herbes folles et bas-côtés. Lorsque je descends pour ouvrir le portail de métal tordu, rendu depuis des lustres à sa rouille première, un chacal effrayé abandonne sa proie. Ton verger frissonne, résonne, dissonne. Monte en moi le désir et la paix du sommeil. 4 leaders de Strauss et la radio me signalent à des soldats anonymes qui vont danser des sachets de thé dans des tasses ébréchées. Dans les yeux blancs du tracteur, les yeux jaunes des chiens, des gazelles, des renards et des aigles, et le ciel de constellations mystérieuses. Et au fond, dans le fond sombre et piqué du wadi, le frémissement argenté du péché. Jamais, mon amour, ma terre bien-aimée, je ne me suis senti plus confiant, faible et puissant que lors des nuits d'été où tu m'accompagnais, répétant sur mes lèvres « Homme libre, enfin déraciné ». Alors, j'ai choisi, je sais qu'on a souvent lu la première nouvelle, que tu as lue d'ailleurs lors d'un très très beau, une très belle séance de lecture en fait, qui est enregistrée, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui est très très belle. On lit souvent la première, de Kibbutz, c'est-à-dire qui définit, donc, je suppose, le narrateur en fait, habillé comme le kibbutznik, etc., que tu n'as pas pu être d'ailleurs parce que c'était quand même un peu plus tôt que ta vie au kibbutz, mais bon, qui est magnifique. Mais je préférais celle-ci, justement pour parler de la terre, en fait. Parce qu'il y a cette phrase quand même, homme libre, enfin déraciné. Et là, vraiment, je souhaiterais que tu me dises ce que ça signifie pour toi. Il y avait une expression que j'aime beaucoup, c'est Etz Shatul Al-Maïn. Pardon? Etz Shatul Al-Maïn. Je ne sais pas, d'abord, premièrement, de toutes les nouvelles, c'est rare que je parle avec autant d'intimité, parce qu'au fond, c'est une expérience que j'ai vécue moi-même, comme membre du kibbutz. Ce réveil comme ça, aux petites heures du matin, ce cadeau extraordinaire pour quelqu'un qui, comme moi, est un urbain, qui avait toujours travaillé en ville, qui connaissait rien de la campagne. Moi, la seule chose que je connaissais éventuellement, c'était le ski à la montagne. Mais je ne connaissais pas la campagne, quoi. Et tout à coup, je me retrouvais avec un tracteur, je me retrouvais
au milieu des champs, la nuit, à faire des traitements, à rencontrer des animaux qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et petit à petit, d'abord, c'est une histoire de séduction. C'est tout simplement une histoire de séduction. J'ai eu comme une histoire d'amour avec la terre. C'était un plaisir de sortir et cette très très grande liberté tout à coup. J'avais d'abord s'isoler des fois, je m'isolais du monde des fois. Quand je rappelle que les chômeurs, les soldats, chaque fois m'appelaient pour voir si tout allait bien, si je changeais de relka, de parcelle ou de nom. Ça me gênait parce que ça m'empêchait d'écouter la musique, il fallait répondre. Et parce que c'était cet isolement et tout à coup voir le soleil se lever sur la chevée là et de voir les lumières petit à petit s'éteindre depuis Gaza jusqu'à Tel Aviv. C'est des choses extraordinaires. Et donc, moi, je ne sais pas, l'histoire de l'homme déraciné, en fait, ça me vient du fait que je ne sais pas à quel univers j'appartiens. Et ça ne m'intéresse pas tellement de le savoir, en fait. Je pense que la liberté, elle est, je sais très bien que ce n'est pas très israélien, parce qu'au fond, Israël et le sionisme, et je suis profondément sioniste, c'est l'enracinement. On a tellement ce besoin de dire ici, on est chez nous, enfin. On a la possibilité de plonger nos racines profondément. D'ailleurs, on fait même des explorations pour voir si elles vont tenir, et là, on découvre qu'on a des racines encore plus profondes. On essaie de justifier toujours nos racines. Mais au fond, est-ce que ça me dérange de ne pas en avoir? Je ne crois pas. Donc, moi, mon sentiment de liberté, c'est finalement d'avoir le droit de choisir l'endroit où je campe. Est-ce que c'est lié à je fais un saut en fait avec une autre des nouvelles dans Kibbutz, qui est un hommage en fait à un poète de tes amis, oui. qui est mort l'année dernière, je crois. C'est ça, hein, c'est ça. Ivan Nikitin, oui. D'origine russe, bien sûr. Oui. Et cette nouvelle, elle est, comment dire, elle est pleine de vie en fait. Ouais. Elle est très très vivante, mais je fais une liaison avec ce que tu viens de dire sur cet homme libre et déraciné, et tu fais dire non, en fait c'est le narrateur qui le dit, je veux dire toi, c'est le narrateur. C'est l'écrivain qu'on retrouve plusieurs fois, c'est oui, tout à fait. Et tu écris Yvan était aussi blond et frêle que j'étais noir et costaud. Il était aussi enraciné dans le faux que j'étais déracinée du vrai. Donc moi j'ai lié en fait, ça. Ah voilà, c'est le piège. et parce que franchement j'ai beaucoup aimé cette nouvelle. Moi j'ai tout aimé, mais je la trouve parce qu'on le voit. Tu l'as tellement bien décrit, je n'ai pas connu, mais on voit tellement bien ce personnage qui revient au dessin et qui a cherché. C'est un type excessif, extraordinaire, amoureux de la vie. Donc un poète en fait. Un poète déjà, oui, un poète, homme de théâtre, c'est lui qui s'occupait du festival d'Odessa. Et alors justement, je reçois un message un jour, il était à Odessa, et puis Shmuel, tu me manques, cette ville, c'est une ville de juifs. Oui, c'est ça. C'est une ville de juifs, tu me manques, tu devrais être là, il n'y a pas de juifs. C'est une ville de juifs et il n'y a pas de juifs. Et il travaillait beaucoup avec le théâtre Gesher, ici en Israël. Donc un type remarquable, comme on connaît des gens qui sont très érudits, une connaissance de la littérature russe ahurissante, et des envolées, parce que c'était, malheureusement il est mort de ça, mais de ses abus. De vodka. Oui, de vodka. C'était un grand consommateur de vodka et de femmes. Et donc, il avait des envolées comme ça, lyriques, extraordinaires. Et bon, au fond, ça ne m'étonne pas que ça sorte là, je veux dire, cette envolée là, sur le vrai, le racinement du vrai et du faux. Bon, oui, je ne saurais pas l'expliquer. Je ne saurais pas l'expliquer cette phrase. Je me perds. Peu importe, parce que c'est d'abord, voilà, ce sont ces formules comme ça qui sont un peu chocs comme ça. Mais moi, je pense qu'elles sont liées les unes aux autres. Mais parce que c'est deux artistes qui sont un peu en exil d'eux-mêmes. Oui, c'est ça. Le romancier, parce qu'on le connaît, le romancier, c'est quand même un type qui est là pour
il est mixte, donc il est là pour renoncer à quelque chose, et l'autre, il est dans le rêve encore d'une Russie éternelle, et ainsi de suite. Donc, en fait, et il vit en plus de ça en France, il ne vit même pas, ce poète russe ne vit même pas en Russie. Je veux dire, et donc, ils sont tous les deux dans une sorte d'exil. Et donc, je peux comprendre leur manière de dire, au fond, à quoi c'est cet enracinement. J'étais enraciné dans le faux, j'étais enraciné dans le vrai, ou déraciné du vrai, ça se peut. Mais c'est ça qui est beau, je vois, chez vous. C'est justement ça. C'est-à-dire, c'est cet amour de la ville, cet amour des villes, cet amour du monde, finalement, et des rues, des villes, comme on l'a décrit tout à l'heure, que vous savez si bien décrire, et en même temps, finalement, ce goût pour le nomadisme, comme vous l'avez dit un tout petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire vous êtes un nomade, dans le fond. C'est-à-dire, c'est cette... je crois que c'est ça, votre... comment dire... votre fond, oui, vos fondations, finalement. Ouais, bah, c'est un peu par hasard, hein, ça n'a pas été voulu. Hein, oui, mais ce qui vous accroche. C'est la vie qui, ou les vies, parce que c'est pas inutile de rappeler qu'en hébreu on dit Chaim au pluriel. Hein. Donc oui, le sentiment d'avoir vécu différentes vies dans différents pays, toujours d'avoir vu en plus de ça, à une époque, je me considérais quand j'habitais, de voir de l'étranger, toujours de voir quelque chose de l'étranger, d'un autre endroit que de là où je suis. Exactement. Et c'est ça, le déracinement. C'est ça, justement, ce non-accrochage. Ouais, alors, il y a des choses qui sont fortes, qui sont excessivement fortes. Par exemple, pour moi, là, je suis revenu en Israël immédiatement après le Covid. Retrouver le Gush Ménaché, bon, c'est évident que le kibbutz, c'est des senteurs, c'est des paysages, et que tous ces paysages sont autour de Césarée, autour de Binyamina, de Givatada. Pour moi, c'est ça, j'arrive. Pour moi, c'est Israël. Je ne peux reconnaître Israël qu'à partir du moment où je suis arrivé là-bas, je vous dirais. Et puis, je ne sais même pas où je m'embarque là maintenant. C'est pas grave, c'est toujours du nomadisme. Mais voilà, par exemple, la Suisse, par exemple, c'est la montagne. J'ai le cœur qui bat. Quand j'arrive à Genève, j'ai le cœur qui bat, comme un sentiment amoureux. Tout à coup, je vois cette ville. Elle est magnifique, d'abord d'un point de vue urbanistique. Oui. C'est une ville tellement simple à comprendre, tellement facile. En plus de ça, rien n'est effrayant. Les montagnes sont loin, on les voit partout, mais elles sont loin. Ça laisse de la place à la campagne, il y a de l'eau partout. Je trouve que c'est des endroits rassurants, des endroits... Donc, moi, je suis plus attaché à des paysages. Je me rends compte que, en fait, ça forme mon univers à moi. Puis, oui, c'est ça. Voilà. Mais kibbutz, justement, c'est vrai que kibbutz, par rapport aux deux autres recueils, enfin, avec l'Europe aussi, voilà, vous êtes un Européen, clairement, mais c'était que kibbutz a une tonalité peut-être plus intime, plus personnelle. Bah, elle est plus personnelle parce que c'est un immense pan de ma vie. Bien sûr, c'est ça. C'est là où j'ai élevé mes enfants, là où mes petits-enfants sont élevés. Je veux dire, c'est le pan énorme de mon existence. Et à la fois, je dirais qu'il est plus politique que les autres parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans Kibbutz, c'est au fond une recherche de l'enfance dans plus qu'une patrie, une idéologie. Parce que j'étais quand même, les 30 Glorieuses, c'est quand même la fête aux idéologies. Et comme tous les autres, j'ai pas fait exception. Et donc, j'ai trempé à peu près dans tout ce qui est nul, quoi. Oui. A posteriori, quand on analyse que j'ai été trotskiste, quand j'habitais en Italie, j'étais proche des mouvements de ce qu'on appelait la gauche extra-parlementaire. Et au fond, j'étais toujours à la recherche du socialisme à visage humain. Et au fond, le kibbutz, c'est quoi? C'est la fin de ce rêve. Parce qu'au fond, je raconte aussi surtout la fin de ce rêve. Et ce dont je me suis rendu compte, a posteriori d'ailleurs, c'est qu'en fait, ma recherche d'un socialisme à visage humain, en fait, a été confrontée au fait que le socialisme du kibbutz est mort à cause du visage humain. C'est le visage humain qui était à l'origine de la fin du socialisme. Donc, parce que ce n'était pas conçu tout à fait pour, parce que c'est méconnaître
la nature humaine. Donc, oui, bah voilà, c'est un peu un constat de tristesse, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, les personnages que vous allez rencontrer dans le kibbutz, en fait, qu'on connaît pour beaucoup qui ont vécu au kibbutz, on les reconnaît tous, quoi. Je veux dire, celui qui s'occupe des voitures, celui qui s'occupe, etc. Bon, c'est vraiment, ce sont des scènes, ce sont des petites scénettes qu'on pourrait retirer et en faire un petit sketch dramatique. En fait, on a tout, on a tout. Alors c'est plein d'humour, c'est triste, bien sûr, souvent, mais justement c'est plein d'humanité. C'est très humain. Et je crois que ce que vous venez de dire maintenant, de dire a posteriori, je me suis rendu compte en fait que la raison de l'échec du kibbutz, enfin de la fin du kibbutz, c'est justement à cause de la nature humaine. Mais parce que tu n'as fait que ça la décrire ici. C'est vraiment une description. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je disais que c'était très intime, parce que c'est beaucoup plus intime, parce que les personnages décrits ici par rapport aux personnages décrits dans les deux autres, en fait, c'est totalement différent. On a l'impression vraiment d'avoir des gens beaucoup plus intimes. Est-ce que tu ne crois pas, c'est parce que tu sais que j'ai été au kibbutz. Ah non. Donc finalement, ça ne peut être que des personnages que j'ai fréquentés de près, qui sont comme une sorte d'inspiration plus que des gens qui ont vécu avant même ma naissance. Mais c'est des personnages aussi de fiction, hein. C'est-à-dire, moi je reproduis pas une réalité, je parle pas vraiment de moi. C'est des personnages que j'ai rencontrés, c'est des petits bouts de personnages, on sait très bien comment on travaille. On travaille tous à peu près de la même manière, les écrivains, c'est-à-dire qu'on pique à droite, à gauche, et on crée des golems, ou des choses qui tiennent debout, quoi, des personnages qui donnent vie à... D'ailleurs, c'est un peu le rêve, hein, de toute façon, d'un écrivain, c'est que les personnages le dépassent. Moi, je suis toujours admiratif de penser que Klapik soit presque plus connu que Malraux, que Solal soit plus connu que Albert Cohen. Je veux dire, que les personnages soient au-delà qu'Anna Karénine prenne largement le pas sur son auteur. Je trouve que c'est extraordinaire. Et au fond, on cherche tous un peu à faire ça, quoi. Alors, mais quand même, je vais te prendre quand même en faux, quand même, parce que quand même, dans Kibbutz, on termine quand même, on ne va pas trop s'attarder dessus, parce que je voudrais avoir le temps de parler du troisième livre, mais quand même, la dernière nouvelle s'appelle « Nous allons vers les froids ». Donc, et là, on parle de quelque chose qui est encore plus intime, on va dire, à toi, et qui est d'ailleurs... on peut se demander, là, c'est pour le coup, alors, où est la partie narrative et la partie réelle, mais juste en dire un mot, parce que le livre se termine quand même là-dessus, et je crois que c'est une faille extrêmement importante dans ton parcours de vie, en fait, hein, qui est l'assassinat de Sratan. Donc là, on n'est plus dans l'invention. On n'est pas dans l'invention, mais moi, de toute façon, tous les faits historiques sont là. Je veux dire, à chaque fois que je fais une référence à quelque chose de précis, aussi bien quand ça concerne la guerre de Corée ou que ça concerne... Je veux être dans la réalité historique. Maintenant, la dernière nouvelle, en effet, elle est un peu plus personnelle parce que... je ne vais pas le cacher, j'ai écrit un roman là-dessus quasiment. Un nouvel an de Pierre. Pour moi, oui, évidemment. Pour moi, le 4 novembre 1995, c'est... Je sais pas, c'est énorme. C'est plus qu'une fracture, je crois que j'ai jamais autant chialé de ma vie. Je crois pas avoir pleuré pour la mort de mon père comme ça. C'était la fin de rêves, de mythes, de beaucoup de choses. Ouais. D'un truc qui, par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet et je me demandais si les anges n'étaient pas donné la main pour fracasser la fraternité. Que ce qui dérange le plus les anges, c'est la fraternité des hommes. Et bon, c'est un autre sujet parce qu'il est un peu plus public, mais ouais, c'est la fraternité. Il y a quelque chose tout à coup qui a été rompu. C'est ce caractère fraternel que j'avais avec ce sentiment, en tout cas, de destin commun avec un peuple, et tout à coup, je me retrouve abruti. Ça m'a complètement abruti. J'ai pu regarder Israël, je pense,
Et la vie de la même manière. Ouais. Voilà, donc c'était juste quand même dire un mot parce que là, en plus l'écriture est très très puissante sur cette dernière nouvelle qui clôt donc temporairement Kibbutz. Alors on va sortir de ça, on arrive au troisième. Alors là, c'est vrai que si j'avais été comme la journaliste de France Inter, j'aurais mis ici un Lisa Coltrane. Qui nous aurait vraiment donné, comment dirais-je, le ton en fait de ce dernier recueil, The Great American Disaster, puisque là on tombe dans le jazz. Mais là c'est magnifique. Alors il faut dire que bon, moi je suis une grande passionnée de jazz, donc forcément, et en particulier de Coltrane, on partage ça. Donc c'est vrai que quand on le dit, là c'est génial, quoi, c'est génial. Je ne sais pas d'ailleurs si tu veux le lire, peut-être, parce que tu as une voix magnifique aussi. Autour de minuit, les bouteilles de Bourbon avaient fait leur apparition. La pause collective fut marquée par l'effondrement total et définitif de la coiffure de Thelma et par une parole de Miles Davis gravée désormais dans le marbre de l'histoire du jazz. Putain, on est vraiment bon. Ce à quoi Bob Weinstock avait répondu par un resserrement à verre, Thelma. Il n'est resté que dans ma mémoire et sur une page gribouillée de mon carnet à spirale. Dans les toilettes où nous sommes allés fumer, Francis, Red Garland et moi, un joint de Marie-Jeanne épais comme le pouce de Carndozi, Train reniflait un énième rail de poudre sur le bord du lavabo. À la reprise, on en était à fort. Et là, Coltrane, sobrement, sans se déhancher, bien en ligne, avec le gros micro marqué du sigle VG, s'est révélé le plus angélique des mauvais garçons. Il respirait dans son instrument comme un boxeur entre chaque coup asséné à son adversaire. Il arrosait le studio d'une joie de vainqueur. Abby m'a fait un clin d'œil et, probablement un peu ivre, a esquissé 2 ou 3 pas de danse. Elle était pieds nus, et sans l'entendre, je devinais jusque dans mon bas-ventre le froissement de ses pas sur la moquette. Puis, ce fut Alf Nelson, et le bop avait repris l'avantage au point. Miles dégommait les pistons, rivalisait avec Dizzy, et Coltrane en fit autant avec Charlie Parker et les clés de son sax ténor. Dans ces conditions, il fallait se bouger. On ne pouvait pas faire autrement. C'était aussi naturel que de se mettre debout au Madison Square Garden lors d'un combat chez Regal Lamotta. Francis, qui était à la fois danseuse et défoncée, a fait valdinguer ses escarpins jaunes à travers le studio. Miles a profité du solo de Jones pour vider sa trompette de la bave accumulée sur la moquette Litvin. J'ai pris la main d'Abby et elle ne s'est pas dégagée de mon étreinte. Le carnet à spirale est tombé de ma poche et tous les mots emmagasinés entre ses pages. Donc voilà, on en a quelques pages. Merci, on vous a donné juste un petit goût, en fait, juste une petite téma, comme on pourrait dire. Donc là, on est à New York. On plonge tout de suite dans cette espèce de nuage, cette musique qui est créée justement à partir de ces années-là et qui vont durer quand même une bonne cinquantaine d'années, en tout cas sur ce jazz-là. Et puis, on a quelqu'un, 10 ans depuis le périmètre de Busan, son retour de Corée, 7 depuis l'école de police et 3 depuis son arrivée en provenance du Queens, au district de la 67e. Il en avait vu des cadavres, des morceaux de bidoche, de ceux qui vous ôtent comme des pelures d'oignons, une à une, vos convictions sur la promesse de l'humanité et les temps messianiques. Il avait tapé dans l'agnole comme tous les autres, goûté de la chimie, rien n'y faisait. Saul Gans perdait chaque jour une épaisseur de peau qui le rendait fragile, plus vaporeux qu'un fantôme. Donc le voilà notre personnage, notre Saul Gans, qui ouvre le livre et qu'on va suivre en fait pendant tout le recueil. Ouais, pendant tout le recueil, oui. Saul Gans, il est né immédiatement dans mon esprit. D'abord parce que, comme beaucoup de gens, j'ai été bercé par les romans noirs.
en particulier Chester Himes. Quand j'étais gamin, j'adorais ces bouquins. Et j'avais envie de faire un peu dans le noir. Et puis ça allait bien avec, je voulais parler de jazz. Je voulais me faire ce plaisir, parce que là, vraiment, s'il y a bien quelque chose dont je voulais, c'était me permettre, parce que c'est quand même une des rares privilèges des écrivains, c'est de dire, aujourd'hui, je vais passer ma journée avec Coltrane. Je vais discuter avec lui, je vais assister à l'enregistrement incroyable et mythique de ces 5 albums absolument fabuleux enregistrés par le quintet de Miles Davis en 2 sessions. Et je vais participer à ça, j'ai le droit. Et donc, je m'y invite. Et je suis très heureux, quoi. Je veux dire, ça. D'abord, ça me permet de parler de leur musique, de parler de mes sentiments. En plus de ça, c'est pas désagréable de se retrouver avec Abby Lincoln, qui est à l'époque, donc, qui est une jeune fille, mais qui va devenir l'immense chanteuse qu'on connaît, et qui est une femme d'une beauté extraordinaire. Donc, ça me faisait plaisir de me promener dans une voiture qui n'était pas décapotable, malheureusement, et traverser New York avec Abby Lincoln et sa tête sur mon épaule. Voilà, c'est des petits plaisirs que je me suis accordé. On retrouve en plus le Duke, on retrouve énormément de musiciens en fait. On retrouve, il y a du jazz partout, il y a aussi de la littérature, il y a Ginsberg, il y a aussi... en fait, toute l'Amérique de ces années-là, entre 53 et 73, qu'on pourrait dire entre donc la fin de la guerre du Corée. En fait, ça se termine aussi avec la construction des Twin Towers. Oui. Il y a une sorte de truc. En fait, la fin de la guerre du Vietnam correspond aussi à la construction des Twin Towers. Donc il y a tout un écho comme ça. Et cette période de jazz est absolument fabuleuse. Bien que je n'ai rien du tout contre le bop d'avant-guerre, des big bands que j'écoute avec toujours autant de plaisir. Mais j'ai une passion pour The Birth of the Cool de Miles Davis, la naissance du cool jazz, et après ce que vont faire Coltrane, l'avant-garde, tout ça, et ces années-là. Ce sont ces années-là de création intensive. En plus de ça, j'ai un rêve, un peu comme Martin Luther King, où une époque où juifs et blacks, une minorité noire, comprenaient parler la même langue, comprenaient le même langage de New York et de Brooklyn. Ils partageaient les mêmes causes, ils partageaient les mêmes... On voyait les rabbins manifester avec les pasteurs Martin Luther King. Et il y avait une solidarité, et cette solidarité, elle est partie en fumée. C'était des gens qui se côtoyaient. J'ai fait exprès d'ailleurs de faire un couple mixte. Oui. J'avais envie de raconter un rêve, une sorte de rêve qui ferait que ceux qui produisent cette musique extraordinaire, et qui, comme le dit Wynton Marsalis, un immense trompettiste, a dit normal que les nazis aient interdit le jazz, c'est une musique de nègres et de juifs. Donc voilà, c'est ça, j'ai envie de retrouver un petit peu, c'est presque mon côté de vœu. C'est presque un vœu que je souhaiterais faire, revoir ces belles années-là. Ouais. Oui, parce qu'il y a beaucoup de descriptions dans ce livre-là. Effectivement, de Brooklyn, de New York, de tous les quartiers, où en effet, déjà, noirs et juifs souvent vivaient côte à côte. Mais je me pose la question quand même, bon, on est dans les années 50, c'est vrai, elle a bien changé quand même. L'Amérique a bien changé. L'Amérique, elle a bien changé. Bon, je pense qu'elle n'a pas changé du tout par rapport à ces minorités noires. Elle a certainement changé pour les juifs parce qu'on oublie. Mais heureusement que Philippe Roth a écrit suffisamment de livres là-dessus pour nous rappeler le numerus clausus et les conditions des Juifs dans l'immédiate après-guerre. Et jusqu'après, McCarthy, les épaules Rosenberg, et ainsi de suite. Je veux dire, il y a eu une histoire quand même terrible de Juifs en Amérique qu'il est bon de se rappeler, surtout que récemment, je lisais dans le New York Times qu'il y avait une montée de l'antisémitisme aux États-Unis. Ouais. Donc, les choses n'ont pas changé radicalement, et visiblement pour les Noirs, ça n'a pas changé. Ils produisent toujours la meilleure musique. Là, je suis dingue d'un type qui s'appelle Robert Glasper, et qui est, c'est un très très grand musicien de jazz, qui est en train de me faire apprécier tout à coup toute la musique black que je ne connaissais pas de ma génération, donc le rap et ainsi de suite, et tout ça en jazz. C'est très très intéressant.
Alors, en fait, dans le Great American Disaster, il y a donc ce Saul qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, j'ai beaucoup aimé, oui, j'ai aimé cette idée d'un personnage qui fait de la magnétique, en fait, qui va faire sortir les autres personnages. Et c'est quand même traversé par une histoire extrêmement que j'ai trouvée très émouvante. Cette histoire d'immigrés qui correspond si bien à l'Amérique, bien sûr. Et cette famille, donc ce juif qui tient cette épicerie et qui est quand même le cœur, hein, je veux dire, le cœur du livre, en fait, et qui va tout faire pour que son fils devienne un vrai Américain. Ouais. En fait. Et j'ai trouvé cette histoire, c'était très très émouvant. Et je me suis dit, voilà aussi la raison pour laquelle dans ces trois triptyques, ces trois lieux, Israël et les États-Unis, c'est une terre d'immigration, en fait. Ouais. C'est peut-être ça qui les relie. Ouais. Quant à l'Europe, elle l'était. Elle l'était, mais les passagers du train sont tous des migrants. Parce qu'au fond, ils sont tous un peu étrangers. Il n'y a, a pas vraiment de Français, je crois. Je n'ai pas le souvenir qu'il y ait d'ailleurs un passager français qui soit à l'intérieur du train. La victime est française au départ. Mais ce sont des passants, ce sont des Anglais, des Italiennes, des Tchèques. Mais au fond, c'est l'Europe qui bouge à l'intérieur de l'Europe. Ces mélanges de cultures. Bon, moi, ça, encore une fois, c'est un peu comme pour les grands express européens. Il y a ce personnage toujours de Magdalena M, qui est une, ne cherchez pas, elle n'a jamais existé. C'est une écrivaine qui m'accompagne dans tous mes bouquins et qui n'a jamais écrit un livre. Parfois, on fait un petit jeu comme ça m'est arrivé de regarder parce que c'est tellement vrai qu'on se dit, oh, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Non, mais il y a plein de livres où je parle de Magdalena M et de son immense œuvre. Et qui est une Tchèque. Et qui est déjà, elle est née dans la nouvelle Prague des villes n'ont pas de toit. Donc de mon deuxième recueil de nouvelles. Donc cette Magdalena, elle m'accompagne depuis un sacré bout de temps et elle me sert de, c'est très à la mode de dire maintenant, interface. Elle est de go-between là, entre moi et des personnages. Et tout à coup, elle me donne l'occasion de rencontrer Cossery et les deux Albert. Albert et qui, au fond, sont deux voix du Sud. Et qui viennent l'encourager à retrouver un peu en elle le Sud et retrouver peut-être le sens de la tragédie plutôt que le sens du drame. Oui. Voilà, c'est ça, je crois. C'est très chouette, ça. Je pense qu'on va devoir conclure, mais j'ai encore un petit mot, encore une chose à dire. En fait, on va interroger là-dessus. Vous avez dit, je crois, dans un entretien qui a été mené par Esther Horner pour la très très belle revue Continuum, qui est la revue des écrivains israéliens de langue française. Donc un dossier avait été consacré à Shmuel Meyer en 2016, je ne dis pas de bêtises. Et donc il y avait un entretien, très très bel entretien avec Esther, vraiment un super, très très bon moment. Esther Horner étant une écrivaine israélienne de langue française. Très grande d'ailleurs. Très très grande écrivaine. Si je ne m'abuse, c'est elle qui est à l'origine de la traduction de la phrase qui est en exergue de Kibbutz. Oui. Super. Et du coup, et vous dites à l'intérieur, en fait, vous dites dans cet entretien, elle vous pose la question, parce que, évidemment, on remarque, comme je l'ai dit au début, enfin, cette capacité, ce talent à décrire, finalement, pratiquement à peindre. On vient de parler maintenant de la musique, et vous dites, je ne suis pas peintre, je ne suis pas musicien. Et du coup, c'est un des mots. Bah oui, c'est ça, c'est mon grand regret, en fait. Oui, non, c'est vrai. J'aurais aimé être saxophoniste, j'aurais aimé être musicien. Je pense que la musique, c'est un autre univers. La peinture aussi, je suis très sensible aux arts plastiques, très très sensible aux arts plastiques. Et en fait, voilà, bah oui, j'essaie de travailler un petit peu, c'est ce que je disais, je crois, dans cette interview, c'est que je me vois plus comme un Eugène Boudin que faisant des fresques ou je sais très bien, je vois mes limites, je sais exactement dans quel cadre ça. Et j'aime bien l'idée que, comme Boudin,
de loin, on voit très clairement les choses. On voit très bien que c'est une plage de Trouville avec des petites dames qui se promènent en robe à crinoline et ombrelle, et il y a une fraîcheur, une beauté. Et quand on s'approche, eh ben, non, la tête, c'est quand même une tache noire. Le chapeau, c'est juste un petit coup de pinceau. Et voilà, c'est le minimalisme. Et ça, c'est un peu le propre de la nouvelle. On ne peut pas se permettre des 50 pages. Oui, ça, on ne peut pas arracher 50 pages d'une nouvelle, sinon c'est un futur. Non, mais c'est ça, c'est un travail de miniaturiste. Ouais, voilà, c'est un peu des miniatures, en fait. Et donc, je commence d'abord par peindre un fond, et après, j'y plaque mes personnages, avec plus ou moins de figuratisme ou pas, où je laisse dans l'ombre. Parce que des fois, j'aime pas trop psychologiser mes personnages. Donc, j'évite les dialogues, Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on comprenne leur état d'esprit, rien qu'en les regardant, en regardant ce qu'ils regardent, en considérant leur visage, en considérant... Voilà, c'est par des petits gestes que j'ai envie qu'on comprenne, plus que par des grandes explications. Je crois que vous avez réussi.